L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Philippe Solers, l'écrivain et l'intellectuel, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Et à la régie, nos amis Philippe Sinclair et Benjamin. En effet, n'est-ce pas, aujourd'hui, hélas, nous pleurons en quelque sorte la disparition de Philippe Solers. Je dirais, n'est-ce pas, roi et pape des lettres françaises, non couronné, mais quand même bien, qui donc repose aujourd'hui dans l'île de Ré, tournée vers l'Atlantique. Solers, donc 1936-2023, résume à lui seul, d'une certaine façon, la deuxième moitié du XXe siècle, comme écrivain, intellectuel, artiste. Il faudrait ajouter artiste, grand dans les trois domaines. C'est la vie culturelle française, donc du deuxième XXe siècle, puisque dès 1958, avec son roman que j'ai acheté à l'époque, vous voyez, j'étais, Une curieuse solitude, il a connu la célébrité. Et 2023, au fond, c'est peut-être aujourd'hui, avec le décès de Philippe Solers, la fin du XXe siècle, comme le XIXe siècle s'est terminé avec la guerre de 14. Sa trajectoire d'écrivain, donc d'intellectuel, de penseur, d'artiste, nous permet peut-être de jeter un regard panoramique sur cette époque qui s'achève. Et en suivant Philippe Solers, évidemment brièvement, n'est-ce pas, nous ne dirons que quelques petites choses, nous allons essayer, n'est-ce pas, de restituer dans cette émission et dans la suivante, qui sera transmise, qui aura lieu la semaine suivante, ce qui a caractérisé son œuvre et combien, si vous voulez, elle peut nous permettre de penser de nouveau, au fond, l'époque. Et surtout le changement d'époque auquel nous assistons aujourd'hui. Alors nous commençons par des extraits de textes empruntés à Philippe Solers qui illustrent au fond ces trois dimensions, l'écriture, la pensée, l'art de Solers. Et on écoute notre ami Alexis Lacroix. En 1974, Barthes écrivait « Le procès que l'on fait périodiquement aux intellectuels est un procès de magie ». En 1957, un auteur à peine connu publie un petit livre drôle et froid, insolite, insolent, corrosif, mythologie. L'opinion dominante, on connaît la scie, trop d'intelligence nuit, la philosophie est un jargon, pas de grands mots chez Barthes, pas d'anathème de prédication, de dénonciation, toute la force de la démonstration est dans la description apparemment neutre. Il est humiliant pour une société d'être ainsi révélée à elle-même. À la fin des années 70, le marché impatient de s'étendre, on n'avait plus qu'assez de ce Sartre hyper encombrant, de ce Lacan incompréhensible et perturbant, de ce Barthes raisonneur et caustique. Le petit Mozart à 6 ans avait épaté Versailles. À partir de 1780, le grand Mozart commence. Voici ce qu'il dit de son opéra Idoménée. J'ai la tête et les mains si pleines du troisième acte qu'il serait pas impossible que je me transforme moi-même en troisième acte. Sa vie est un opéra fabuleux. Il se libère de Salzbourg et de Léopold, devient le premier musicien libre, établi à son compte, se marie avec Constance Weber. Contrairement à la légende romantique, il est très heureux avec sa femme. Et c'est le succès des Noces de Figaro, surtout à Prague. Même succès dans la même ville avec Don Giovanni en 1787. Les Viennois ne sont pas d'accord, la bonne société le boude. Plus Mozart travaille, moins il gagne. Je peux faire un opéra par an, écrivait Mozart à son père, et ceci à propos des cabales. Ma maxime est que ce qui ne m'atteint pas ne vaut pas la peine que j'en parle. Je n'y peux rien, je suis ainsi, j'ai honte au plus haut point de me défendre. Lorsque je suis accusé à tort, je pense toujours que la vérité finira par éclater au grand jour. Mozart est ce grand jour. L'artiste. Qui est l'artiste ? L'artiste doit se battre sur ces deux fronts. Pas de marginalisation, pas d'institutionnalisation. Il doit s'efforcer de détourner la commande sociale, de la retourner contre elle-même, comme cela a été le cas par le passé avec l'Église ou la bourgeoisie du XIXe siècle, comme ce doit être le cas aujourd'hui avec la société spectaculaire mondiale. L'artiste doit s'imposer. C'est également ce à quoi la sociomanie s'oppose en espérant convaincre de la possibilité, de la nécessité d'une réconciliation entre l'artiste et la société. Quelle blague! Oui, merci beaucoup Alexis de cette belle lecture. Et il y a un paragraphe le dernier, c'est long, ce que nous avons donné, qui va sauter. C'est celui-ci. Les œuvres d'art sont toutes des résultats d'aventures individuelles, extrêmement impressionnantes, extrêmement concentrées. L'art
Cela se passe d'un à un, l'art touche les êtres au plus profond et leur enseigne une liberté qui est par définition asociale. Et donc, ces textes sont extraits du Monde, du Nouvel Observateur, des entretiens que Philippe Solers avait accordés, et au fond d'un article, l'art est réfractaire au social. Alors, au fond, vous me direz, est-ce que je suis exactement le plan qu'en filigrane j'ai indiqué? Peut-être pas tout à fait, puisque chez Philippe Solers, c'est la première chose. Il est comme Protet, n'est-ce pas? On comparait aussi à la Renaissance Pic de la Mirandole à Protet. Eh bien, chez Philippe Solers, au fond, tout est noué, tout est lié, et pourtant tout n'est pas mélangé arbitrairement. Et donc, qu'est-ce qui se rapporte? Alors, quelques éléments de sa biographie quand même. Solers, n'est-ce pas, ce magnifique pseudonyme, qui est né à Bordeaux sous le nom de Philippe Joyot. C'est la patrie de Montaigne. D'ailleurs, il a toujours fait révérence à Montaigne, cette capitale de la France aquitaine qui regarde vers le monde de l'Atlantique. Sa biographie est très intéressante. Voilà quelqu'un de la bourgeoisie aisée, fils d'entrepreneur. Il a abandonné les secs pour se consacrer aux lettres. Il est entré à la Sorbonne et, au fond, il est devenu, comme je le disais, célèbre très tôt avec son roman en 1958, Une curieuse solitude, accueilli évidemment à grands cris et avec des fées qui le bénissent et qui s'appelle François Mauriac et Louis Aragon. Et au fond, dès lors, eh bien, il combinera au fond tous les mélanges, puisqu'il s'intéresse immédiatement à la vie intellectuelle. Solers a été le fondateur de deux grandes revues, Telle quelle d'abord, puis L'Infini en plus. Et ces deux revues ont accueilli, il en a été presque un médiateur, on peut dire non seulement le retour à des écrivains qui étaient plus ou moins oubliés, Lautréamont, Artaud, Joyce, mais surtout, pour nous, les philosophes, eh bien, au fond, le grand mouvement de l'époque qui liait d'ailleurs la philosophie aux sciences humaines, Michel Foucault, Jacques Lacan, Louis Althusser, plus tard Jacques Derrida, Roland Barthes, qui a d'ailleurs salué immédiatement Solers. Et après quoi, eh bien, et parallèlement, Solers s'est lancé dans une sorte de réécriture, n'est-ce pas? Et dans ses premiers romans, il y a inspiré par la pensée chinoise, par la culture chinoise, par l'abstraction, par la découverte de l'inconscient. Et il écrit un certain nombre de livres qui, en vérité, cassent le discours habituel du point de vue des ponctuations, du point de vue même de la place du récit. Et ça, c'est le deuxième aspect. Et il écrit, d'ailleurs, il commence un feuilleton qui n'a jamais cessé, il a continué jusqu'à la fin de sa vie, Paradis, où il a transcrit tout ce qui lui semblait important et intéressant. Et enfin, il s'intéresse aussi aux soubresauts du monde dans lequel il vit, le monde communiste en éclatement, la montée du féminisme et au fond le rôle des femmes dans la société occidentale. Et enfin, et c'est évidemment peut-être une des choses les plus importantes, la défense de l'art et des artistes. Et donc, si on revient à ces textes, eh bien, on peut dire que Philippe Solers a été l'écrivain et comment dire, n'est-ce pas, et le narrateur inspiré de quelque chose qui est caractéristique de ces années de paix, n'est-ce pas, qui ont suivi de l'après-guerre, c'est-à-dire la poursuite du bonheur. Solers, au fond, c'est quelqu'un qui est à la fois un homme des Lumières, qu'il a salué, un philosophe à la façon, un penseur à la façon des Lumières, mais également un écrivain qui veut être au retrait par rapport à la société, et donc l'intellectuel. On commence dans ce texte par l'intellectuel Barthes. Alors Barthes, c'est la figure éponyme du mouvement structuraliste. Barthes a été un grand critique littéraire. Il a renouvelé la critique littéraire, mais il a été aussi, un examinateur de la société, en particulier dans ce livre qui est cité ici, de son temps, avec Mythologie. C'est un titre qui est très proche d'un autre livre qui est celui de Lévi-Strauss, mais surtout, eh bien, il a figuré, quelquefois de façon moquée, dans tout ce groupe, n'est-ce pas, qui comprenait Louis Althusser, Michel Foucault, Lacan,
plus tard Derrida, et qu'on défigure un peu et évidemment l'épouse de Philippe Solers, la grande et remarquable Julia Kristeva, qu'il a épousée en 1967, si je ne m'abuse, et qu'on défigure un peu quand on les présente sous le nom de French Theory, parce que c'est à la fois autre chose et plus que cela, parce qu'à la French Theory se sont agrégés d'autres intellectuels. Bref, eh bien, pourquoi cette importance, n'est-ce pas, de ces revues et puis plus tard de ces interventions dans le Monde. Il a écrit plus de 200 articles, dans le Nouvel Observateur, bref, dans toute la scène médiatique intellectuelle, parce que, en quelque sorte, Philippe Solers a accueilli peut-être le mouvement intellectuel, au fond, le plus important de ces années 60-70, qui a mis fin au règne de l'existentialisme, et qui a contesté, c'est un leitmotiv qui revient dans ce qu'il dit, qui a contesté dans les sciences humaines le primat de l'économique et du social pour mettre en évidence l'importance du symbolique, n'est-ce pas, non seulement du symbolique, et par conséquent, alors, et donc du symbolique, donc non seulement de la littérature, mais au fond de l'art, de même Mozart. Je vais là aller plus vite, n'est-ce pas? Mozart, le génie parfait, n'est-ce pas? L'enfant enchanté et enchanteur, le musicien des Lumières, libre et conjugal, comme Solers, qui avance, qui annonce, n'est-ce pas, mais qui transmute la révolution. Le fameux mot de Mozart à propos d'Idoménée, « Je suis le troisième acte », c'est une espèce de transcription, n'est-ce pas, du parti des politiques, du juste milieu. Solers a aussi été cela. Et donc, il lui a consacré d'ailleurs un livre charmant. Mais il dit « Mozart, c'est le grand jour ». Eh bien, c'est un peu, au fond, la devise qui pourrait être celle de Philippe Solers. Faire le jour, mettre au jour, éclairer. Donc, qu'est-ce qui est important dans le second XXe siècle? On disait que c'était l'engagement, que c'était le communisme, que c'était les luttes politiques, que c'était 1968. Eh bien, pour Solers, et c'est là qu'en fait, il nous oblige à réécrire un peu ce que nous savons justement de notre époque. Ce qui a été fondamental, c'est le bonheur dans les lettres. C'est la poursuite du bonheur, vous savez. C'est la poursuite du bonheur, la recherche de la liberté. Et donc, on se trompe d'une certaine façon sur le XXe siècle si on ne dit pas Solers. Le XXe siècle, c'est pas simplement le nazisme et le communisme, c'est une grande catastrophe. C'est aussi, à partir des années 50, ce n'est pas non plus ni Staline ou même Mao qui ont le plus compté. Ce qui a le plus compté, c'est Freud, Mozart, j'ajouterais Churchill, autrement dit les artistes, la liberté, la démocratie. Les artistes, n'est-ce pas, étaient là, au fond, pour critiquer le pouvoir et ouvrir un chemin de liberté et de bonheur. Alors, de là, évidemment, je serai beaucoup plus rapide et je m'arrêterai. Le combat et la critique de Solers contre ce qu'il appelle la sociomanie, c'est-à-dire l'idée que le social est tout et que la seule chose qui compte, c'est l'économique et le social. En cela, évidemment, il rejoint tout le courant structuraliste qui a remis contre une idée absolument étroite de la culture, que la culture ne serait qu'un épiphénomène par rapport à l'économique et au social, l'idée que non, justement, les lettres sont des choses fondamentales. Alors, je m'arrête ici pour vous demander à votre tour, au fond, le témoignage que vous porteriez sur lui, et en particulier vous demander finalement comment vous voyez Philippe Solers et avec lui comment vous voyez le XXe siècle. Et je commence par vous, cher Alexandre. Alexandre, vous m'écoutez? Oui, absolument, je vous écoute et je vous écoute même fasciné par cette évocation qui est à la fois celle d'un homme que j'ai beaucoup lu avant de le connaître et que j'ai fini par bien connaître. Et je suis en effet tout à fait frappé par cet aspect extraordinaire de cet homme. Nous avons connu quand même une période sombre et nous l'avons connu de diverses manières. D'abord l'après-guerre qui n'était pas si amusante que cela. Ensuite, évidemment, la montée inexorable
des arriérés de l'après-guerre, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, la décolonisation, les traumatismes qui ont marqué la France jusqu'au retour du général de Gaulle, et même après la période d'embellie du général de Gaulle, une période encore de difficultés diverses. Bref, ce n'est pas une période où on s'amusait tant que cela. Bien sûr, il y avait des moments de bonheur, mais il n'y avait pas que cela. Or, ce qui est extraordinaire dans la pensée de Solers, c'est qu'il n'y a aucune pensée triste. Cet homme a survolé comme une espèce de personnage de conte de fées, absolument toutes les aspérités de notre société. Il ne les a pas connues. Alors, bien entendu, il les a connues comme tout le monde, parce que c'était un homme qui suivait ardemment l'actualité, un homme engagé. Il était aussi, je dirais, un turfiste permanent, c'est-à-dire que il était également toujours en train de faire de tenter de s'emparer de l'avenir, et toujours donc il donnait les tiercés. Il les perdait toujours. C'est-à-dire en politique seulement. Ah oui, en politique, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'était, si on regarde le Solers politique, il avait toujours tout faux. C'est-à-dire c'était la boussole qui donnait le sud. Et pourtant, ce sud qu'il était censé donner lui donnait une vision du monde et de la société qui était par contre extraordinaire. Alors bien entendu, les esprits chagrins s'indignaient. Comment ce monsieur qui nous a fait la leçon avec Aragon et avec je ne sais pas quoi, et qui passait son temps à polémiquer, eh bien voilà qu'il se rallie au pape et qu'il annonce que finalement, la grande révolution, c'est Jean-Paul II. Et comment, mais il nous a pas habitués à ça, lui qui était un athée de rigueur, comme on dit, et un homme sarcastique, bah si, il l'a dit, et finalement, il s'est déclaré papiste du jour au lendemain, et d'ailleurs pas du tout par des points de vue théologiques, il n'était quand même pas sulpicien, mais parce qu'il a senti que s'il se passait quelque chose avec l'arrivée de Jean-Paul II et l'ébranlement du mouvement communiste qui était total. Même chose pour la Chine. Ses amis qui ne l'aimaient pas tous l'ont qualifié de maoïste diplomatique. Il n'a jamais eu un mot pro-chinois quand il était plus jeune. Et puis tout d'un coup, il s'est rallié à Mao d'une certaine manière en disant « bah oui, c'est formidable ce qui se passe en Chine, les Chinois ne connaissent pas l'inconscient », enfin des absurdités mais amusantes. Mais en fait, il avait une intuition, ce que la Chine était en train de devenir le pays qui comptait, que le maoïsme lui-même passerait, qui n'avait rien à voir en fait avec des positions idéologiques. Il n'en faisait qu'à sa tête. Merci beaucoup. Ce fait de n'en faire qu'à sa tête, eh bien, cette liberté suprême en faisait le véritable visionnaire. C'est-à-dire qu'il savait que la France était vouée au bonheur et non au malheur. Et il avait bien du mérite de le penser parce que nous avons connu des périodes difficiles. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Je vais demander maintenant à notre ami François Guéry s'il a entendu. Il nous entend. Vous nous entendez, François? Oui. Alors, cher François, au fond, je vais vous poser la question très simplement parce que vous êtes évidemment philosophe, nous le savons tous. Mais ce que nous ne savons pas tous, c'est que vous êtes aussi artiste, n'est-ce pas? Car vous êtes peintre, vous dessinateur. Et donc, je voudrais que vous nous expliquiez, au fond, ce qu'on peut retenir de ce lien entre la pensée et l'art, qu'on trouve évidemment à l'état permanent chez Philippe Solers. C'est ce que vous pensez de Philippe Solers. On vous écoute, cher François. Oui, c'est très gentil d'évoquer mon violon d'Ingres. Ce que j'en pense, c'est que Philippe Solers, qui d'ailleurs nous fait subir une très lourde perte parce qu'il n'y en a pas deux comme lui dans le paysage pas seulement intellectuel français. Ce que j'en pense, c'est qu'il a su garder une sorte d'âme d'enfant capable de s'émerveiller, de s'amuser. Je me souviens de son visage toujours souriant ou même jubilant. Enfin, je l'ai vu beaucoup à la télévision. Il a gardé cette capacité enfantine de s'amuser, alors que
par ailleurs, il était l'engagé par excellence. Oui, tout à fait. Il a défendu l'idée d'une avant-garde, telle qu'elle est une sorte de manifeste permanent de la modernité et de tout ce qui est en pointe. Donc, c'est assez étonnant au fond de constater que celui qui a été comme une locomotive pour d'autres, pour beaucoup, pour une génération, etc., était en même temps un original, quelqu'un qui était absolument lui-même. Donc je trouve que c'est un équilibre très difficile à obtenir, et parce qu'il l'a obtenu, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'était une personnalité heureuse qui irradiait beaucoup, qui avait quelque chose de contagieux, il aimait rire, il aimait faire des plaisanteries, il prenait les choses, comme on dit, à la légère, et il a été effectivement ce personnage très, comment dire, très 18e siècle, tout Oui, en étant comme vivant en même de temps... nom. Oui, tout à fait. Ou Dont Watteau. il a parlé Alors, si bien. Oui. Watteau, Oui. Mozart, ce sont Bien des sûr. personnalités gays, essentiellement gays, heureuses du XVIIIe siècle. Donc je pense qu'il représente au XXe ou XXIe même, bien sûr, quelque chose d'un esprit de l'Ancien Régime et de son aristocratie joueuse, espiègle, une sorte de Don Juan aussi. Enfin, Oui, ça me paraît très clair. c'est très bien. Merci beaucoup, cher François. Alors, est-ce que notre ami Marielle David est là et nous entend également? Oui, bien sûr. Bon, alors, Maria, je vais vous poser une toute autre question et vous le comprendrez aisément. C'est que chacun le sait, Solers a été ami, défenseur de Jacques Lacan, qu'il admirait énormément. Il suivait son séminaire à l'école normale. Il a d'ailleurs beaucoup regretté que l'école normale se sépare de lui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette importance pour Solers et pour toute une génération, et peut-être même, au fond, pour toute la France, de Jacques Lacan, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, son œuvre est transcrite et analysée, comprise et transmise par Jacques-Alain Miller et par d'autres psychanalystes, mais au premier rang desquels Jacques-Alain Miller. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous Oui, plaît? bien sûr. Je pense que Jacques Lacan et Philippe Solers avaient en commun la liberté. Ils étaient tous les deux des personnes libres qui ont travaillé et qui ont porté une œuvre quand même malgré tout différente, parce que Jacques Lacan est médecin, il avait affaire tous les jours avec la souffrance, et par conséquent, il ne cherchait peut-être pas, comme Philippe Solers, à être en permanence dans l'éros. Je pense que Philippe Solers était un humain, un homme, et par conséquent, il a forcément eu des difficultés dans la vie, comme tout le monde. Mhm. Mais il a voulu les surmonter d'une manière joyeuse, heureuse, avec cette immense culture qui était la sienne, qui était aussi d'ailleurs un point en commun avec Jacques Lacan. Mais il avait cette volonté de légèreté. Oui. Mais, On peut oui. ce qu'on peut dire aussi, ce qui m'a beaucoup frappé à lire son dernier livre en particulier, mais enfin bon, tout au fond en foule, c'est que dans Agent secret, qui est son dernier livre, il parle de sa mère, et là il est très freudien, c'est-à-dire que il dit à quel point, on voit à quel point au fond les fantasmes incestueux ne le dérangent pas, il les traverse. Et c'est à partir de ce secret, qui pour Freud est la preuve d'un dépassement de la névrose, qu'il articule, à mon sens, tout le reste. Écoutez, merci de ce témoignage. On va y revenir la semaine prochaine, là, puisque au fond, sur la fin d'une époque, et ce qui a été... ce qui a compté dans cette époque. Mais je me tourne maintenant vers notre ami Alexis, qui est le plus jeune d'entre nous, pour lui demander, au fond, on peut se demander, hein, qu'est-ce qu'il restera de toutes ces années 60, 70, 80, enfin, de ce demi-siècle, qu'est-ce qu'il en restera? De Philippe Solers ou des années en général? Oui, donc de Philippe Solers. Moi, je pense qu'effectivement, il en restera beaucoup, oui, de Philippe Solers, en raison de toutes les qualités que nous lui avons reconnues au cours de cette excellente émission,
mais très rapidement, parce que le temps nous est compté, on a 30 secondes. C'est effectivement, vous avez mis le doigt sur le point, à mon avis, essentiel. C'est d'abord la morale de l'artiste. Oui. Au-delà même de l'écriture, c'est la morale de l'artiste, c'est-à-dire cette ou en tout cas ce décalage par rapport au monde au sens le plus mondain du terme. D'ailleurs, il en parle dans son œuvre. Philippe Solers pensait que la sociomanie de notre époque, libéraux et communistes confondus, même paradigme sur ce point. Exactement, était une erreur qui pavait la voie à une compréhension holistique et totalitaire de l'être humain. Et donc, toute son œuvre est une protestation contre cette vision totalisante, et à tort ou à raison, mais je pense plutôt à raison, il se réclame de cette espèce de GPS intégré de l'artiste qui se fie à son intuition et qui, le plus souvent, effectivement, peut-être pas sur le champ politique en revanche, mais le plus souvent a raison, car il n'écoute que son intuition profonde. Solers, de ce point de vue-là, est l'homme de tous les anticonformismes. Est-ce qu'il n'y a pas une tradition plus profonde, d'ailleurs, à Bordeaux même, et ça sera peut-être notre dernière question, Montaigne. Parce que Montaigne, c'est le parti du politique. Bordeaux, c'est compliqué, c'est pas le Toulousain que je suis qui va vous faire une leçon sur Bordeaux. Le parti des mais politiques. Bordeaux, oui. Le parti de la conciliation. Oui, bien sûr, c'est Montesquieu. Montesquieu. Qui est contre la guerre civile. Oui, c'est-à-dire c'est le juste milieu républicain. Oui. Mais en même temps, il est aussi représenté dans une tradition plus socialisante comme celle de Toulouse. Et n'oublions pas que Bordeaux fut aussi la ville de la traite, mais ça n'est pas la faute de Philippe Solers. Voilà. Mais il se voulait girondin, il le disait toujours, la Gironde, c'est ce qui était grand dans la Révolution française. Bon, alors nous n'avons fait qu'effleurer, n'est-ce pas, l'œuvre immense de Philippe Solers, mais peut-être que quelque chose, n'est-ce pas, de sa bonne humeur, de sa joie, de son éloquence dans ce que vous avez dit, a été retenu, et c'est le principal. Merci à vous tous. Et à bientôt.